L'appel est arrivé à 18h13, 2 garçons portés disparus au pas de signal, pas de traces de pas, juste le silence dans les bois. À 19h, le soleil était descendu sous la cime des arbres, et les recherches s'intensifiaient déjà. Le plus jeune était asthmatique, l'aîné était terrifié par l'obscurité. Leur père, couvert d'égratignures et tremblant comme une feuille, pointait du doigt la lisière des arbres en répétant « Ils étaient juste là ». Noah et Ellie Morgan, âgés de 9 et 7 ans, avaient disparu lors d'un week-end de camping à une trentaine de kilomètres de Branson, dans le Missouri. Sans prévenir, sans crier, ils avaient tout simplement disparu. C'est alors qu'ils ont fait appel à Rocky, le chien policier. Il n'était plus en service actif où une blessure à la patte droite l'avait contraint à une retraite anticipée, mais Kate Mullins, son ancienne maîtresse et aujourd'hui adjointe au shérif, n'a pas hésité une seconde lorsque la demande lui est parvenue. Rocky était peut-être plus lent, mais son flair était toujours excellent. Alors que Kate arrivait au camping Morgan dans son Tahoe poussiéreux, Rocky faisait déjà les 100 pas à l'arrière, gémissant à voix basse et aiguë. Il savait. À première vue, le camping semblait normal, une tente pliante bon marché, un rond de bois brûlé, un sac de guimauve à moitié renversé par terre. Mais Kate aperçut alors la chaise pliante renversée et les 2 vestes enfants encore accrochées à la poignée de la glacière. « Rien ?» demanda-t-elle à l'adjoint sur place. « Pas un bruit, pas de signe de lutte ?»« Cela fait 2 heures que les gens crient dans tous les sens », a-t-il répondu. Kate s'accroupit près de la glacière et prit une des vestes, une minuscule veste vert forêt, doublée de polaire, avec une déchirure à la manche gauche. « C'est celle d'Ellie, dit-elle. Le père hocha faiblement la tête. Je lui ai dit de ne pas trop s'éloigner. Kate se leva et détacha la laisse de Rocky. Trouve les garçons, Rock. Allons-y. Le berger allemand ne s'arrêta pas. Le nez baissé, les oreilles aux aguets, il se dirigea vers la lisière des arbres, puis bifurqua à droite vers la partie la plus dense du bois. Kate le suivit sans hésiter. Environ 15 minutes après le début des recherches, Rocky commença à se comporter bizarrement. Il ne se contentait pas de pister, il s'arrêtait, regardait derrière lui, tournait en rond, reniflait le vent, puis fonçait à nouveau, comme si quelque chose lui était trop familier. Au bout d'un demi-mille, Rocky se figea soudain, le nez levé, la queue raide, le corps vibrant de tension. Puis, sans un bruit, il quitta le sentier à gauche et s'enfonça dans ce qui ressemblait à un ravin envahi par la végétation. Kate courut après lui, écartant les branches. À mesure que le sous-bois s'épaississait, l'air devenait plus frais, plus sombre, même si c'était encore le début de soirée. Et c'est alors qu'elle le vit, un camping-car caché sous des années de vignes et de broussailles, rouillé, penché, à moitié enfoncé dans la terre meuble, comme avalé tout entier. Le genre de véhicule qu'on abandonne et qu'on oublie. « Rocky !» cria-t-elle. Il était déjà à la porte du camping-car, grattant et aboyant. Son corps était bas et tendu. Kate se précipita et tira sur la poignée. Elle ne bougeait pas, la porte avait été soudée ou verrouillée de l'extérieur. C'est alors qu'elle entendit un coup frapper à l'intérieur. « Bonjour !» cria Kate. « Noah. Ellie. » Un autre coup, plus doux cette fois. Puis une petite voix, « Aidez-nous !» Kate recula et frappa la porte d'un coup d'épaule une fois, 2 fois jusqu'à ce qu'elle cède. Le métal grinça et l'odeur la frappa instantanément, sueur, rouille, moquette humide. À l'intérieur, dans la pénombre, se trouvaient 2 garçons sales, pâles, enveloppés dans ce qui ressemblait à de vieilles couvertures, tremblants mais vivants. Rocky se précipita vers eux, leur léchant le visage tandis qu'il s'accrochait à sa fourrure. Olivia, l'aînée, s'est mise à pleurer. Il nous a dit de rester ici, sanglotait-il. Il a dit que quelqu'un viendrait. Kate fronça les sourcils. Qui a fait ça? Les garçons se regardèrent, hésitants. On ne l'a pas vu, juste ses bottes, murmura Noah. Il a dit d'attendre et de se taire pendant ton séjour. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, si vous croyez en la loyauté des chiens et au courage de ceux qui servent en silence,
Prenez un moment pour vous abonner à Heroes for Animal, vous recevrez des histoires réelles et puissantes d'animaux comme Rocky, des héros qui ne portent pas de badge mais qui sauvent quand même des vies. Kate a immédiatement appelé des secours par radio. Les garçons étaient déshydratés, mais indemnes. Leur père est arrivé quelques instants plus tard, sanglotant et tombant à genoux en les voyant. Tout le monde sur place a pris cela comme un miracle et s'en était un. Rocky avait accompli l'impossible. Mais Kate ne pouvait s'empêcher de se poser une question brûlante, debout devant le camping-car, les yeux fixés sur sa carrosserie rouillée et sa plaque d'immatriculation fissurée. D'où venait ce camping-car? Il y avait quelque chose d'anormal. On aurait dit qu'il n'était pas simplement garé là, mais qu'il était là depuis des années. Cette nuit-là, pendant que les garçons étaient transportés à l'hôpital et que l'équipe commençait à délimiter la zone à la recherche de preuves, Kate resta avec Rocky. Fixant la plaque d'immatriculation à travers le faisceau de sa lampe torche, elle griffonna les numéros sur son bloc-notes et se fit un devoir de les vérifier à son retour. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est le résultat. 2 heures plus tard, après avoir saisi le numéro VIN du camping-car dans le système, le message suivant est apparu, déclaré détruit ou perte totale par incendie, mars 2018. Kate se figea. Il y a 5 ans, ce camping-car n'aurait jamais dû exister. Elle a actualisé la base de données. Même résultat, détruit par un incendie près du lac Table Rock en 2018, aucun corps retrouvé, probablement à cause d'un réchaud à propane laissé sans surveillance. Le propriétaire indiqué, Daryl Knox. Ce nom lui a fait réfléchir, mais elle n'arrivait pas encore à le situer. Rocky s'agita à ses pieds et laissa échapper un léger soupir en s'étirant. « Dans quoi on est tombé, mon garçon ?» murmura Kate en lui ébouriffant la fourrure derrière les oreilles. Au matin, la nouvelle s'était répandue, 2 garçons retrouvés sains et saufs, un chien sauve la situation, Rocky était salué comme un héros local. Mais Kate ne se réjouissait pas encore. Il y avait des trous dans cette histoire, assez grands pour y faire passer un camion. Comment un camping-car censé avoir brûlé a-t-il pu se retrouver caché au fond de la forêt avec 2 enfants vivant à l'intérieur? Et qui était l'homme que les garçons décrivaient, celui qui leur avait dit de se taire? Ils n'avaient pas vu son visage, seulement ses bottes et entendu sa voix calme dire qu'il savait que quelqu'un finirait par les retrouver. Cet après-midi-là, Kate se rendit aux archives du comté et sortit le rapport d'incendie original. Les photos étaient glaçantes, un camping-car en flammes, le revêtement fondu, le toit effondré, des arbres calcinés tout autour. Aucun corps ne fut retrouvé, le rapport du chef des pompiers mentionnait un poêle sans surveillance comme étant la cause de l'incendie. Le propriétaire indiqué, Daryl Knox, était injoignable. Kate feuilleta à nouveau le rapport, plus lentement cette fois. Un détail sauta aux yeux, l'incendie s'était déclaré à moins d'1,5 kilomètre de l'endroit où Rocky avait trouvé le camping-car. Soit le camping-car avait survécu à l'incendie, soit il n'avait jamais brûlé. Kate est revenue sur les lieux avec une nouvelle équipe, chien de recherche de cadavres, spécialiste de la police scientifique et drone. Le camping-car avait déjà été remorqué jusqu'au laboratoire d'État, mais le sol recelait encore des secrets. Près de la clairière, enfouis sous une fine couche d'aiguilles de pin et de terre, ils ont découvert un tas de cendres et de fragments de métal noircis, et non loin de là, une autre plaque VIN déformée par la chaleur. Elle correspondait au rapport de 2018. Kate se tenait au centre de la clairière, les yeux plissés, il y avait 2 campeurs, l'un détruit, l'autre caché. Quelqu'un les avait intervertis, en avait brûlé un pour l'assurance et avait caché l'autre pour, quoi? Rocky fit le tour de la zone, le nez qui s'agite, la queue raide. Il aboya une fois, sec et sûr, puis courut dans les broussailles. Kate le suivit. Il la conduisit jusqu'à un arbre à une centaine de mètres. À sa base se trouvait un petit objet métallique, un vieux cadenas rouillé. Non loin de là, à moitié enfoui sous une branche tombée, se trouvait un bac de rangement en plastique. À l'intérieur, une chaussure d'enfant, une couverture en lambeaux et un cahier à spirale rempli de gribouillis au crayon, ni celui de Noah, ni celui d'Ellie. Mon Dieu, murmura Kate. De retour au poste, elle demanda les dossiers des disparitions d'enfants des 10 dernières années dans un rayon de 160 km.
Les résultats furent plus nombreux qu'elle ne l'avait prévu, fugue, bataille pour la garde des enfants, affaire non résolue. Un cas lui sauta aux yeux, Jenny Cartwright, 6 ans, avait disparu en 2019 d'une aire de repos avec sa mère jamais revue. Sa chaussure ou une minuscule basket blanche ornée d'une fleur rose était assortie à celle de la poubelle. Kate se laissa aller en arrière sur sa chaise, l'estomac noué. Ce type faisait ça depuis longtemps et il ne se contentait pas de kidnapper, il collectionnait, discrètement. Avec précaution, toujours hors de portée. Plus tard dans la soirée, Kate rendit visite aux parents des garçons. La famille Morgan vivait dans une modeste maison de style ranch, à la sortie de la ville. Les garçons étaient désormais en sécurité, jouant à des jeux vidéo dans le bureau, même s'ils sursautaient dès que la musique de fond devenait trop forte. Leur père, Aaron, paraissait 10 ans plus vieux qu'il y a 2 jours, leur mère, Julia, n'avait pas dormi. Kate était assise à la table de la cuisine avec eux, les mains jointes. « J'ai une question à vous poser, dit-elle doucement. Avez-vous reconnu quelque chose dans le camping-car? L'aviez-vous déjà vu? » Aaron secoua la tête. Non. Enfin, peut-être quand j'étais plus jeune. Ce modèle ressemble à celui de mon oncle, mais non, rien de particulier. Et l'homme, demanda Kate. Julia serra sa tasse de café plus fort. Ils ont dit qu'il ne s'était pas montré, qu'il leur avait juste dit de rester à l'intérieur, que les secours arrivaient. Kate hocha la tête. Il ne mentait pas, mais il ne cherchait pas non plus à les sauver. Il les avait laissés là exprès. Ce camping-car a été placé, pas découvert par hasard. Qu'est-ce que tu racontes? Demanda Aaron. Kate hésita. Je dis que ce n'était pas un hasard. Quelqu'un a piégé ce camping-car comme un piège, peut-être pas pour eux, mais pour quelqu'un d'autre. Et maintenant qu'on l'a trouvé, cette personne sait qu'on s'en approche. Cette nuit-là, Rocky ne se calma pas. Il continua à faire les 100 pas près de la porte de derrière, grognant à voix basse. Kate sortit pour vérifier, lampe de poche à la main, mais ne trouva rien, juste du vent et des grillons. Pourtant, Rocky avait raison, ils étaient surveillés. Une caméra de surveillance installée par l'équipe de police scientifique près du camping-car avait filmé quelque chose d'effrayant plus tôt dans la journée, un homme en sweat à capuche debout à la lisière des arbres, observant, immobile. L'horodatage indiquait 30 minutes après le sauvetage des garçons. Kate fixa l'image fixe sur son ordinateur portable, zoomant sur la silhouette floue de l'homme, pas de visage, juste une ombre, mais ses bottes, exactement comme celles décrites par les garçons. Le lendemain matin, Kate s'assit par terre à côté de Rocky, tenant le cahier à spirale trouvé dans la forêt. Elle feuilleta les dessins au crayon, des arbres, des étoiles, un camping-car, un chien. Puis elle s'arrêta. Une page montrait 3 bonhommes allumettes dans une boîte, à l'extérieur, un gros chien noir et une silhouette toute rouge. Au-dessus, d'une écriture tremblante, il avait griffonné, « Tais-toi. Le chien viendra. » Kate baissa les yeux vers Rocky, qui la fixa droit dans les yeux. Il savait, murmura-t-elle. Il savait qu'on viendrait. Mais comment et surtout, pourquoi maintenant? Au lever du soleil, l'adjointe Kate Mullins s'était éveillée depuis près de 36 heures. Le café effaçait à peine l'épuisement qui la tenaillait, mais elle ne pouvait s'arrêter. Plus maintenant. L'image de la caméra de surveillance ne la quittait pas, la silhouette silencieuse se tenant juste derrière la limite des arbres, regardant l'équipe de recherche passer devant elle. Pas un mouvement, pas de panique, juste l'attente. Il n'avait pas couru, il n'avait pas essayé de récupérer les garçons. Il avait juste observé. Dans son bureau, l'image floue mais glaçante était figée sur son écran, un homme en vêtements sombres, capuche relevée, mains dans les poches, un pied botté posé sur une racine d'arbre. Même en zoomant, son visage était irrécupérable, pas de tatouage, pas de cicatrice, pas de logo sur le sweatshirt. Mais ce sont les bottes qui ont de nouveau attiré son attention, style militaire, cuir beige, lacé haut, exactement comme les garçons l'avaient décrit. Ellie les avait même dessinés au crayon la veille pendant sa thérapie. Kate reprit le carnet avec le dessin de l'enfant. La page avec 3 personnages enfermés dans une boîte,
le gros chien dehors, le personnage rouge. Elle se tourna de nouveau vers l'écran et regarda plus attentivement. Au début, c'était presque invisible, mais après avoir ajusté la luminosité, elle le vit, juste une touche de rouge profond près du bord de la manche de la veste de l'homme, presque comme une tache de peinture. Aucun service ne délivrait cet uniforme ni local, ni même pénitentiaire. Quelque chose lui donnait la chair de poule. À 9 heures précises, elle se rendit à l'adresse indiquée dans le rapport d'incendie de 2018, Daryl Knox. Pas de numéro de téléphone actuel, pas d'antécédent judiciaire, aucun parent vivant dans son dossier. Sa dernière adresse connue, une ferme délabrée à la périphérie du comté de Tenney. Lorsqu'elle s'arrêta dans l'allée de gravier, Rocky, assis sur le siège passager, se mit à grogner à un son grave et guttural qu'elle n'avait pas entendu de sa part depuis sa dernière saisie de drogue, 3 ans auparavant. C'était tout ce qu'elle avait besoin de savoir, quelque chose clochait. La ferme était un exemple d'abandon, bardeau manquant, porche affaissé, fenêtre condamnée. Mais la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Kate dégaina son arme, attacha la laisse de Rocky à sa ceinture et s'avança discrètement sur le porche. « Service du shérif » cria-t-elle. « S'il y a quelqu'un à l'intérieur, montrez vos mains. » Pas de réponse. Rocky dressa les oreilles, il se baissa, le corps tendu. Kate poussa la porte d'un coup de botte. À l'intérieur, ça sentait la poussière et le moisi, mais ce n'était pas vide, loin de là. Il y avait un matelas par terre, des conserves empilées contre un mur, une lampe à pétrole sur le comptoir et une pile de vêtements froissés, certains de taille adulte, d'autres enfants. Des centaines de dessins étaient collés au mur, des dessins d'enfants griffonnés au crayon, certains innocents des fleurs, des bonhommes allumettes, des chiens d'autres non. L'un d'eux représentait un homme debout devant un camping-car tenant une pancarte, « Il attend ». Un autre représentait 2 enfants cachés sous un lit tandis qu'une forme sombre se tenait à l'extérieur de la pièce. L'estomac de Kate se noua. Elle prit des photos de tout. Puis Rocky laissa échapper un aboiement aigu. Il fixait le mur du fond où se trouvait une trappe sous un vieux tapis. Kate l'ouvrit, un escalier en bois menait dans l'obscurité. Le sous-sol était pire, mais pas comme dans les films d'horreur habituels. Pas de chaîne, pas de taches, pas de visage hurlant. Juste le silence et des étagères remplies de vieilles cassettes VHS, chacune étiquetée avec un nom et une date, Jill Cartwright 4 octobre 19, Monsieur Serrano 22 juin 16, Morgan 11 mars 23. Son sang se glaça en voyant le nom d'Ellie 3 jours auparavant. Elle attrapa la cassette et courut à l'étage. Pas de magnétoscope sur place, mais elle en trouverait un au commissariat. Il fallait qu'elle sorte de cette maison. Quel que soit cet endroit, il n'avait pas été abandonné par choix, il avait été abandonné rapidement, et probablement récemment. Au poste, elle dépoussiéra le vieux magnétoscope de la salle d'épreuve et le brancha sur une vieille télévision. Elle inséra la cassette intitulée Morgan et la lança. Des parasites, puis un plan tremblant de l'intérieur du camping-car, Ellie et Noah assis par terre, l'air désorienté. Ils ne pleuraient pas, ils n'étaient pas blessés. Mais quelqu'un, hors champ, leur parlait. « On va rester tranquille, d'accord ? Jusqu'à ce que ton chien te trouve. C'est un gentil chien, il viendra. » La voix était douce, masculine, calme, totalement en décalage avec la situation. Le cœur de Kate battait la chamade. Elle rembobina la cassette et la rejoua, fermant les yeux pour écouter. La voix était basse et égale, sans accent, sans menace, sans colère, juste familière. Rocky laissa échapper un gémissement sourd depuis le coin de la pièce. Kate ouvrit les yeux. Était-ce quelqu'un qu'il connaissait? Elle consulta la base de données du comté et fit passer l'audio à leur partenaire en linguistique judiciaire. Le résultat prendrait du temps, mais elle pressentait que ce ne serait pas un inconnu. Elle est ensuite retournée aux photos du camping-car, les photos originales de l'incendie de 2018. Elle a zoomé sur le numéro d'identification du véhicule, puis sur les dégâts. Elle a remarqué quelque chose d'étrange, l'incendie avait été photographié après l'effondrement du toit, mais il n'y avait aucune traînée de suie, aucun contour de contournement, ni aucune valve de propane fondue.
l'incendie avait été mis en scène. De retour à son bureau, les résultats de la recherche sur Daryl Knox résonnèrent avec un signal sonore, une plainte mineure déposée en 2015 au tribunal pas au pénal, mais au tribunal des affaires familiales pour un litige relatif à la garde des enfants. Knox tentait d'obtenir la garde de sa fille, elle avait 5 ans à l'époque. La demande avait été rejetée, la mère avait déménagé sans aucune information de transfert. Le nom de la fille, Jenny Cartwright. Kate serra les dents. Elle se souvint de la basket assortie dans la poubelle en plastique. Jenny avait disparu 2 ans plus tard. Ce n'était pas un hasard. Knox avait perdu quelque chose, et depuis, il essayait de le recréer. À la tombée de la nuit, Kate retourna dans les bois où se trouvait le camping-car. Le ruban de la scène de crime flottait au vent, la clairière était étrangement silencieuse. Elle resta là où se trouvait le camping-car et regarda autour d'elle. Puis elle entendit un craquement de brindilles non pas dans les arbres, mais derrière elle. Elle pivota sur elle-même personne, mais Rocky grognait de nouveau, le regard fixé sur les arbres. Kate leva sa lampe torche et scruta les broussailles. Elle vit des traces de pas, fraîches, qui s'éloignaient de la clairière. Elle s'avança et s'arrêta net. Gravées dans la terre à côté des empreintes, tracées au bâton, 3 lettres RK9. Rocky renifla les lettres, puis leva les yeux vers elle. Leur interlocuteur ne se contentait pas de les observer, il savait pertinemment à qui ils avaient affaire. Les initiales gravées dans la terre, RK9. Elle enterre Kate jusqu'au poste. Celui qui avait laissé ses empreintes connaissait le nom de Rocky, et pas seulement le titre de chien policier, Rocky. Cela signifiait qu'ils avaient observé, écouté, suivi le sauvetage, peut-être même bien avant le début des recherches. Cette familiarité n'était ni fortuite ni accidentelle. Kate connaissait les prédateurs, elle avait passé près de 10 ans à les côtoyer. Les plus cruels prenaient des décisions rapides, mais les plus calculateurs attendaient. Ils étudiaient. Ils ne se contentaient pas de traquer leurs victimes, ils étudiaient aussi leurs sauveteurs. Cette nuit-là, elle ne rentra pas chez elle. Elle passa la nuit blanche aux archives du service, feuilletant tous les dossiers anciens où le nom de Daryl Knox figurait. Enfouie dans une vieille boîte étiquetée, rapport d'incident de 2013 à 2018, elle trouva quelque chose, un rapport d'intervention suite à une plainte pour tapage sur un terrain privé à South Cedar Hollow, une zone oubliée depuis longtemps à environ 1 heure à l'ouest. Un appelant a signalé des cris d'enfants et des hurlements provenant de ce qui avait été enregistré comme un terrain de camping-cars incendié. Aucune suite officielle n'avait été donnée, l'appel avait été classé comme une farce, probablement en raison du week-end d'Halloween. La date, le 29 octobre 2018, 7 mois après l'incendie du camping-car de Knox. Kate avait la peau irritée. Le lendemain matin, avec un thermos de café de station-service et Rocky sur le siège passager, Kate emprunta les routes sinueuses de campagne jusqu'à South Cedar Hollow. Elle n'appela pas les secours, ce n'était pas une visite officielle, pas encore. Le terrain était encore enregistré au nom d'une société de gestion immobilière aujourd'hui disparue. La moitié des maisons avaient été englouties par les vignes et la poussière. Le quartier avait cette atmosphère, le genre d'endroit où personne ne crierait, car personne n'entendrait. Alors qu'elle descendait le chemin de gravier vers le terrain de camping-car incendié, Rocky se redressa soudain, la queue raide, le nez crispé. Kate ralentit jusqu'à ramper. Le mobil-home s'était effondré depuis longtemps, il ne restait que des poutres noircies et quelques poteaux de soutien déformés. Mais il y avait un abri de jardin, entr'ouverte, dont la porte oscillait doucement au vent. Kate attrapa son étui et en sortit lentement. Rocky, dit-elle doucement, reste près d'elle. Il obéit, au ras du sol, se déplaçant à ses côtés comme à leur meilleur jour de câlin. Elle s'approcha du hangar, le cœur battant. À l'intérieur, il était presque vide, des outils de jardinage poussiéreux, une brouette renversée, une pile de journaux. Mais sous les journaux se trouvait une caisse en plastique. À l'intérieur, des couvertures, de l'eau en bouteille, un jouet à un petit renard en peluche fait main, brodé de boutons dépareillés en guise d'yeux. On aurait dit qu'il appartenait à un bambin. Kate sentit une boule lui monter à la gorge.
Ce n'était pas un simple camping oublié. Quelqu'un avait préparé cet endroit ou le préparant pour un enfant. De retour au poste, elle a rencontré l'agent de liaison du FBI, l'agent Rhonda Keane, qui était arrivé de Springfield une fois que l'unité de récupération des enfants avait eu vent de l'incident du camping-car. Le nom de Knox est apparu sur notre radar il y a des années, dit Rhonda en examinant les conclusions de Kate. Aucune accusation criminelle, mais trop de signaux d'alarme étranges, plainte auprès du système de placement familial, litige aux affaires familiales, puis le faux incendie, et maintenant 2 garçons retrouvés dans son camping-car. Rhonda se renversa dans son fauteuil. Il a le profil d'un collectionneur pas du genre à blesser, du moins pas directement. Il prend, puis attend. Parfois il les laisse partir, parfois il les abandonne quand la situation devient critique, et parfois. Il ne lâche jamais prise, dit Kate. Rhonda tapota son stylo. Les cassettes VHS, les dessins, la voix des frères Morgan, nous les avons analysés dans notre base de données fédérale d'empreintes vocales. Kate se raidit. Ce n'est pas une correspondance parfaite, a déclaré Rhonda, mais nous avons une correspondance partielle. Il y a des années, Knox a soumis un échantillon vocal dans le cadre d'une émission publique, une interview à la radio locale en 2015, où il parlait d'une initiative de nettoyage communautaire qu'il avait lancée. Kate se souvenait maintenant du ton, doux, presque thérapeutique, un homme qui ne criait pas et ne menaçait pas, il coachait. « As-tu remarqué ce que la voix disait sur la bande » demanda Rhonda. Il n'a pas dit « reste en vie ou reste caché ». Il a dit « le chien viendra ». Kate hocha lentement la tête. Il ne parlait pas seulement aux garçons, il te parlait à toi. Plus tard dans la soirée, épuisée mais agitée, Kate raccompagna Rocky derrière la gare, sous les projecteurs. Le bâtiment s'adossait à la lisière d'une colline boisée, et par les nuits calmes, il semblait paisible mais pas ce soir-là. Rocky s'arrêta, pivota, puis grogna. Kate braqua sa lampe torche vers la lisière des arbres rien. Mais elle vit un mot accroché à une branche basse, un mot plié. Kate s'approcha prudemment, le cœur battant. Le papier était jauni, taché au coin, maintenu par une épingle à nourrice. Elle l'ouvrit. Il avait raison. Tu as toujours été la bonne. Mais cette histoire ne sera pas terminée, pas tant que je ne te dirai pas au revoir. Déca. La poitrine de Kate se serra. L'écriture était irrégulière, grossière, comme les noms griffonnés sur les cassettes VHS. Rocky aboya soudain, se retournant vers la pente derrière eux. Kate leva de nouveau sa lampe torche, aucun mouvement. Celui qui avait laissé ce mot était là, à observer. Assez près pour épingler un message à portée de crachat d'un bureau du shérif. Ce n'était pas seulement audacieux, c'était personnel. 3 jours après la découverte du hangar à Cedar Hollow, la ville de Branson, dans le Missouri, tentait déjà de tourner la page. Les gros titres avaient changé, les équipes de presse étaient parties, le buzz autour du sauvetage héroïque du chien s'était réduit à des murmures. Mais Kate Mullins savait que ce n'était pas le cas. L'homme derrière tout cela, Daryl Knox, la voix derrière les enregistrements, la silhouette derrière la ligne des arbres n'avait pas disparu. Il tournait autour, observait, attendait. Et maintenant, il devait choisir sa prochaine action. Dans son bureau, Kate fixait le panneau d'affichage recouvert de cartes, de coupures de journaux et de photos de chaque enfant disparu de la région au cours des 15 dernières années. Elle essayait de reconstituer un schéma, une piste. Elle avait déjà relié le jouet retrouvé à Cedar Hollow à une fillette nommée Lassie Jordan, disparue en 2016 lors d'un voyage familial en Arkansas. Chaque élément de preuve pointait vers une conclusion effrayante. Knox ne se contentait pas de cacher des enfants, il mettait leur sauveteur à l'épreuve. Il choisissait des enfants recherchés avec soin, des cas très médiatisés, des familles qui ne cessaient de chercher. Il voulait qu'ils soient retrouvés, mais seulement lorsque cela servait ses intérêts. Il ne s'agit pas seulement des enfants, murmura Kate en feuilletant un dossier. Il s'agit de nous, de ceux qui viendront après eux. De l'autre côté de la pièce, Rocky se déplaçait, les oreilles frémissantes au son de la voix de Kate. Il ne s'était pas beaucoup reposé depuis que le mot était apparu derrière la station.
Il était toujours aux aguets, toujours à surveiller la porte, toujours à attendre. Cet après-midi-là, l'agent du FBI Rhonda Keane est revenu avec une mise à jour surprenante. « On a quelque chose », a-t-elle dit. « Tu te souviens de l'empreinte vocale ?» Kate hocha la tête. « Nous avons découvert une séance de thérapie privée enregistrée par les services sociaux en 2012 ou une évaluation ordonnée par le tribunal. L'affaire a été classée, mais l'enregistrement a fuité lorsque nous avons détecté les schémas vocaux. » Elle tendit un dossier à Kate. À l'intérieur se trouvait la photo granuleuse d'un homme d'une trentaine d'années, au regard calme et au sourire étrange. Son nom, Daryl Knox, alias Daryl Kendrick. Il avait déposé 3 demandes d'agrément auprès de l'État pour devenir famille d'accueil entre 2009 et 2011, mais toutes avaient été refusées. Mais cela ne l'empêchait pas d'agir comme tel. L'État l'avait signalé pour attachement excessif aux enfants lors des visites surveillées et pour avoir apporté des objets non autorisés aux cadeaux, peluches, histoires manuscrites avec sa voix enregistrée dans les salles de visite. Il le qualifiait de non-violent, mais de manipulateur émotionnel. Kate serra les mâchoires. Il s'entraînait. Ce soir-là, Kate revoyait les dessins qu'elles avaient récupérés dans le camping-car et le hangar. La plupart étaient de simples bonhommes allumettes, des arcs-en-ciel, des arbres, mais l'un d'eux se démarquait. Il n'était pas fait au crayon comme les autres, c'était un crayon, plus mature, soigneusement ombré. Il représentait une jeune fille debout à l'orée d'une forêt. Derrière elle, au loin, une petite maison d'où sortait de la cheminée de la fumée. Elle souriait, mais ses yeux étaient creux. En bas à droite, écrit en minuscule. « J'ai été retrouvé, mais je suis toujours là. » Le nom de la fille était inconnu, mais l'instinct de Kate lui disait qu'elle n'avait pas été dessinée de mémoire ou elle était toujours en vie quelque part. Cette nuit-là, Kate et Rocky retournèrent à l'orée du bois, près de l'emplacement initial du camping. Elle resta longtemps dans la clairière, lampe de poche éteinte, le temps que ses yeux s'habituent à l'obscurité. « Je sais que tu me regardes, dit-elle doucement. Tu me regardes toujours. » Aucune réponse. Aucun mouvement. Mais Rocky était assis, le regard fixé sur les arbres. Puis Kate remarqua quelque chose de punaisé au pied d'un arbre presque invisible sur l'écorce ou une carte postale. Elle s'en approcha avec précaution. Il était vieux et taché d'eau. Au recto, l'image d'un ancien parc d'attractions appelé Valley Piney Family Fun Center, un lieu qui avait fermé ses portes en 2017 après un scandale financier. Au verso, écrit en lettres capitales. « Tu n'as pas fini. J'attends toujours. Amène le chien. » Il n'y avait pas de signature, juste un ensemble de coordonnées GPS. À l'aube, Kate avait déjà cartographié les coordonnées. Elles indiquaient une zone isolée juste à l'extérieur de Taneyville, nichée au cœur des bois. Aucun bâtiment n'était répertorié, aucune antenne relais, aucune patrouille au juste des arbres, des rochers et un ancien sentier de traitement des eaux depuis longtemps abandonné. Rhonda voulait faire venir une équipe du SWAT, mais Kate a refusé. Il ne s'agit pas de le submerger. Il ne s'enfuit pas quand on débarque en force, il disparaît. Rhonda hésita. « Tu es sûr d'y aller seul ?» Kate jeta un coup d'œil à Rocky. « Je ne suis pas seul. » Le trajet jusqu'à Taneyville fut lent, sinueux et presque silencieux. Kate gardait les vitres entr'ouvertes et la main sur le dos de Rocky, debout, la tête juste derrière les sièges avant, l'oreille en alerte. Ils se garèrent au début d'un étroit sentier juste avant que le signal GPS ne s'éteigne. De là, ce ne fut plus que forêt, dense, agitée, immobile. Ils marchèrent pendant près d'1 heure, suivant les coordonnées, se rétrécissant, pas à pas, jusqu'à une zone qui ne semblait pas différente des autres régions sauvages des Ozarks, jusqu'à ce que Rocky s'immobilise net. Il renifla une fois, puis aboya sèchement. Kate suivit son regard. Partiellement recouverte de broussailles et d'une bâche bleue déchirée, une petite trappe métallique était encastrée dans le flanc de la colline. Elle écarta les feuilles où elle avait une serrure, rouillée et simple. Elle prit une profonde inspiration, prête à affronter ce qui se trouvait en dessous. Prenant une profonde inspiration, Kate fouilla dans son sac et en sortit un levier.
d'un coup sec, le loquet céda et la trappe s'ouvrit en grinçant. Un escalier étroit descendait dans l'ombre. Kate sortit une lampe de poche et descendit lentement, Rocky sur ses talons. L'air était humide et vicié, les murs étaient en béton. Celui qui avait construit cela l'avait fait avec soin. Au fond, elle trouva une petite pièce, un lit de camp, une pile de conserves, des livres, des coloriages, des piles, et dans un coin, un vieux magnétophone déjà allumé. Kate enclencha le haut-parleur. La voix de Knox résonna doucement dans la pièce, et quand le monde oublie, quelqu'un se souvient toujours. C'est à ça que servent les chiens, à se souvenir de ceux que personne d'autre ne trouve. Puis le silence. Kate scruta la pièce. Il n'y avait aucune trace de personne vivant ici, mais elle avait été utilisée récemment. Elle se tourna vers le mur. Une phrase était écrite à la craie, « Elle attend toujours ». Kate expira lentement en se tournant vers Rocky. Ils étaient proches, mais Knox ne les menait pas au bout, il les menait plus profondément. De retour à la gare ce soir-là, Kate était assise en silence, la carte postale à la main. Le centre de loisirs de Val-Épinay. Celui en façade avait fermé depuis des années, mais Knox l'avait choisi pour une raison. Ce n'était pas un hasard, c'était de la nostalgie. Il laissait des traces pour ceux qui comprendraient son code. Le parc d'attractions était un lieu de prédilection pour les habitants du quartier au début des années 2000, surtout auprès des familles d'accueil qui bénéficiaient de réductions le week-end. Katie était allée une fois, et de nombreux enfants y étaient donc inscrits. Knox avait choisi son terrain de chasse depuis longtemps, et il n'en était jamais vraiment parti. Elle regarda Rocky, recroquevillé près du radiateur. « Tu le savais avant nous, n'est-ce pas » murmura-t-elle. Il releva la tête, son regard croisa le sien. Plus qu'un simple partenaire, un pisteur, un survivant, et peut-être le seul à pouvoir véritablement apercevoir le prédateur caché à la vue de tous. Le parc d'attractions abandonné semblait tout droit sorti d'un rêve, ou d'un cauchemar depuis longtemps oublié. Le Val-Épinay Family Fun Center était autrefois un lieu incontournable pour les familles des Ozarks. Les enfants couraient en riant sur les terrains de mini-golf décolorés par le soleil, mangeaient de la barbe à papa sous des parasols surdimensionnés et suppliaient leurs parents de faire un dernier tour sur les minuscules montagnes russes en bois. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'une ville fantôme, engloutie par les mauvaises herbes et la rouille. Kate Mullins se tenait devant le portail brisé, le soleil commençant à se lever derrière elle. Rocky se tenait à ses côtés, les oreilles dressées, le nez crispé. Le portail grinçait sous le vent matinal comme un engin vivant. C'était là que Knox l'avait conduite sa dernière miette de pain. Mais pourquoi? Un piège? Un cimetière? Ou quelqu'un l'attendait-il encore? Kate s'avança prudemment sur le sentier envahi par la végétation. Elle avait alerté le FBI au Rwanda et une équipe était en alerte à moins de 8 km mais Kate avait clairement fait comprendre qu'elle devait y aller la première, seule avec Rocky. Tout avait commencé avec eux, et cela finirait de la même manière. Elle passa devant les stands de restauration pourris et l'auvent effondré du hangar à auto-tamponneuse, ses bottes crissant sur le gravier et les bouteilles de soda cassées. L'endroit était calme, mais pas mort. Il y avait une sensation dans l'air, une pulsation. Alors qu'il passait devant la vieille salle d'arcade, Rocky s'immobilisa brusquement. Il se tourna brusquement vers la cabane défraîchie du bureau des objets trouvés, près de la clôture, avec un grognement sourd et la queue raide. Kate dégaina son arme et s'avança à pas de loup. La porte de la cabane était entr'ouverte. À l'intérieur, l'air sentait la poussière, les vieux bonbons et le moisi. Puis elle le vit, un sac à dos d'enfant, rose, scintillant de minuscules étoiles. Une étiquette avec son nom était accrochée à la fermeture éclair, « Génie ». La gorge de Kate se serra. Elle entra lentement. Dans un coin était assise une petite fille, recroquevillée sur un sac de couchage, serrant contre elle le même renard en peluche de Cedar Hollow. Elle leva les yeux pas effrayés, juste fatiguée. « Salut », dit la fille, sa voix à peine un murmure. Kate baissa son arme. « Salut, ma puce. Je m'appelle Kate. Tu es en sécurité maintenant. » La fille cligna des yeux.
Il a dit que le chien viendrait. Rocky s'avança et posa doucement sa tête sur les genoux de la fille. Elle ne pleura pas, elle murmura simplement, « Je le savais ». Kate l'a signalé par radio. Le FBI est arrivé quelques minutes plus tard. Jenny Cartwright, disparue depuis 2019, était vivante. Mal nourrie, pâle, mais vivante. Rhonda a pris Kate à part pendant que les ambulanciers vérifiaient les signes vitaux de Jenny. Nous avons trouvé des traces de pneus récentes près de la route de service, ainsi que des empreintes de chaussures ou des bottes à embout d'acier de pointure 44. Il était là. Kate hocha la tête. Bien sûr qu'il l'était. Rhonda la regarda, les yeux emplis de frustration. Comment fait-il pour continuer à passer entre les mailles du filet? Kate ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin, car il n'avait jamais été question d'attraper Knox. Il s'agissait de le démêler morceau par morceau, enfant par enfant, indice par indice. Et maintenant, le fil était presque coupé. De retour à la gare plus tard dans la soirée, Kate resta assise en silence, Rocky à ses pieds. Jenny était à l'hôpital sous protection, discutant avec des psychologues pour enfants qui expliquaient avec douceur son expérience. Ce qu'elle avait dit pendant le transport résonnait encore dans l'esprit de Kate, il ne m'avait pas fait de mal. Il me parlait, me racontait des histoires, m'apprenait des jeux. Il disait qu'il attendait le bon moment. Le bon moment pourquoi? Pour Kate? Pour Rocky? Pour un final grandiose que seul Knox pouvait imaginer? Un coup frappé à la porte de la gare interrompit ses pensées. C'était une enveloppe de coursier, sans adresse de retour. Kate l'ouvrit, les mains gantées. À l'intérieur se trouvait une photo Polaroid. Elle montrait Kate, prise de loin, promenant Rocky sur le sentier derrière la gare. L'horodatage datait de 2 nuits plus tôt. Derrière la photo se trouvait une note manuscrite. Tu as toujours été la seule à l'avoir vue, la seule qu'il n'a pas pu briser. Mais je n'ai jamais voulu te briser. Je voulais que tu termines l'histoire. D.K. Kate retint son souffle. Elle regarda Rocky. Il la fixa avec une assurance sereine. Pendant des semaines, le FBI a passé toutes les pistes au peigne fin, mais Knox avait de nouveau disparu. Pas d'empreinte digitale. Pas d'observation. Rien. Pourtant, ils avaient Jenny, et ils avaient des preuves des années d'enregistrement, de dessins et de journaux prouvant sa longue et obsessionnelle manipulation. Mais pas de conclusion. Pas d'arrestation. 3 mois plus tard, Jenny Cartwright retrouvait officiellement sa mère. Une cérémonie privée eut lieu au centre communautaire, en présence d'une presse minimale. Kate et Rocky se tenaient silencieusement au fond de la salle. En les voyant, Jenny sourit pour la première fois. Elle courut vers Rocky sans hésiter et lui jeta les bras autour du cou. Il s'en est souvenu, dit-elle doucement. Comme il l'avait dit. Kate s'agenouilla à côté d'eux. Il le fait toujours, mon cœur. Ce soir-là, Kate était assise sur sa véranda, Rocky blotti contre elle tandis qu'une brise d'été soufflait dans les arbres. Elle ignorait si Knox était encore en vie. Elle ignorait s'il se montrerait à nouveau un jour. Mais elle savait une chose, il l'avait battu à son propre jeu, en refusant de jouer comme il le souhaitait, en se montrant, en sauvant ce qui pouvait encore l'être. Certaines histoires ne finissent jamais vraiment. Elles résonnent à travers le temps, les hommes, les générations de héros silencieux qui ne demandent jamais la reconnaissance. Et parfois, elles ont 4 pattes et un numéro de badge gravé sur une vieille plaque métallique. K9 Rocky n'était pas seulement un héros, c'était lui qui les retrouvait à chaque fois. Merci d'avoir suivi cette histoire poignante de loyauté canine, de rédemption et de sombres vérités cachées dans des lieux oubliés. À vous maintenant de donner votre avis, pensez-vous que Daryl Knox avait toujours prévu de se faire capturer, ou était-ce sa façon de passer le flambeau à quelqu'un d'autre? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas, les héros sont multiples. Certains aboient, tout simplement.